Bonjour à tous, bienvenue dans Prépare-toi, nouvelle séquence sur le tri à bulles en informatique tronc commun. Alors pour commencer par vous expliquer le principe du tri à bulles, je vais partir d'un exemple et vous expliquer sur l'exemple comment l'algorithme se met en œuvre. Ensuite on va utiliser cet exemple pour essayer de prédire la structure globale de notre algorithme, puis je vous montrerai une implémentation de cet algorithme. Alors, le tri à bulles, son nom vient du fait que les bulles remontent à la surface, et c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire remonter au fur et à mesure les éléments les plus grands vers le haut, en espérant qu'à la fin, c'est l'algorithme qui nous assure que ça arrivera, que les éléments les plus grands vont être à la fin, les plus petits au début, et qu'en fait, on aura un ordre croissant qui sera validé. Évidemment, celui qui veut faire la même chose, mais en faisant apparaître plutôt des éléments les plus petits au début d'abord et ensuite les plus grands à la fin, fera le tri à bulles dans le sens contraire, ou alors on pourrait très bien faire un ordre qui décroît, c'est-à-dire les plus grands au début et les plus petits à la fin. Donc en fait, il y a plusieurs manières de mettre en œuvre cet algorithme. On vous montre celui qui est habituel, c'est-à-dire où on déplace surtout les éléments grands au début vers la fin pour obtenir un ordre croissant. Donc, je vous explique le principe, et ça va se passer en parcours. Premier parcours, donc parcours numéro 1. On prend notre liste, donc j'ai la liste 2, 18 et ainsi de suite. Alors je vais prendre 2, 18, 6, 11, 1 et 4. Et on va regarder si le premier élément est plus petit ou plus grand que le deuxième. C'est-à-dire on va regarder si l'ordre de deux éléments consécutifs reste dans l'ordre croissant ou n'est pas dans l'ordre croissant. S'il est dans l'ordre croissant, on ne fera rien. Donc ceux-là, on ne les bouge pas. Donc on va regarder ça et c'est checké. Donc on ne les bouge pas. Et ensuite, on va regarder pas les deux suivants, pas le 6 et le 11, mais le 18 et le 6. Donc cette fois-ci, on va se poser cette question. Donc est-ce que 18 et 6 sont dans le bon ordre? 18 et 6 ne sont pas dans le bon ordre. Et donc on va échanger 6 et 18. Et donc notre liste, maintenant, si je la réécris, alors je ne vais pas le faire à chaque fois parce que c'est long, est dans cet ordre-là. Alors ça me permet de vous préciser une chose, c'est que le tri à bulles est ce qu'on appelle un tri en place. C'est-à-dire qu'on va prendre notre liste, on va modifier les éléments, l'ordre des éléments dedans, on ne prendra pas plus de place en mémoire, et notre liste à la fin aura été modifiée et contiendra la liste contenant les mêmes éléments, mais dans l'ordre croissant cette fois-ci. Il existe des tris qui ne sont pas des tris en place et où on va générer une nouvelle liste et où on a les éléments qui sont triés dans une nouvelle liste. Donc soit on crée une nouvelle liste et on consomme de la mémoire, soit on reste sur la mémoire interne qui est déjà consommée pour avoir cette liste en mémoire et on obtient finalement un tri en place. Donc on a essayé le deuxième et le troisième élément et on va continuer. On regarde maintenant le 18 et le 11. Est-ce qu'ils sont dans le bon ordre? A priori non, donc on va prendre 11 et 18. Je vais réécrire pour l'instant 2, 6, 11, 18, 1, 4. Donc notre liste maintenant devient celle-ci. Et maintenant, je vais regarder, est-ce que 18 et 1 sont dans le même ordre? A priori, toujours pas. Donc on a 1 et 18, que je vais garder, en rouge. En rouge, je fais des éléments qui ont été changés, 18 et 1, donc 1 et 18. En gardant les éléments qui sont avant et après. Et maintenant, je vais encore regarder les deux derniers. Est-ce que les deux derniers sont dans le bon ordre? À nouveau, la réponse est non. Et donc, j'ai 4 et 18 qui apparaissent comme ça. Et tous les autres, 2, 6, 11, 1, 4. Et voici ce qu'on obtient à partir du premier parcours. Donc, je suis parti de la gauche de ma liste et on va regarder justement ce qu'on a fait. J'ai pris 7 éléments et je les comparés au suivant. Puis j'ai pris 7 éléments, je les comparés au suivant. 7 éléments, je les comparés au suivant, celui-là et celui-là. Et donc, je compare, je regarde au suivant, j'échange s'ils ne sont pas dans le bon ordre. Le bon ordre, sous-entendu, l'ordre croissant. Une fois qu'on a fait un premier parcours, on peut remarquer que notre liste n'est pas du tout dans l'ordre croissant. Donc déjà, c'est un fail vis-à-vis de ça. Mais en revanche, on va pouvoir remarquer une chose, c'est que comme on a comparé chaque fois les éléments les uns à côté des autres, le moment où on va tomber sur l'élément le plus grand, il ne cessera de monter. Regardez, au début, on avait 2 et 18, et bien on est tombé dessus.
ben, de 18 était dans le bon ordre, 18 n'a pas bougé. Par contre, dès qu'on s'est retrouvé avec 18 et 6, 18 et 6, ben 18 a bougé, et 18 a bougé, 18 a bougé, et on obtient la propriété suivante, c'est que le dernier élément, celui-là, c'est forcément le plus grand. C'est-à-dire que dans notre liste, maintenant dans l'ordre croissant, notre liste, eh ben, jusque-là, disons, le dernier élément est à sa place. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus que, on va dire plus que, à réordonner ben, les éléments qui sont avant. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire en disant, ben, on réapplique maintenant sur un deuxième parcours, parcours numéro 2, et on va recommencer. Donc le parcours numéro 1, il s'applique de là jusqu'au dernier élément, alors que le parcours numéro 2, eh ben, en fait, on va recommencer 2, 6, 11, 1, 4, mais 18, on va le laisser tranquille. Celui-là, on ne va plus le parcourir. Donc cette fois-ci, on va aller effectuer donc, nos interversions si besoin. On regarde ces deux-là, ben, tout va bien. On regarde ces deux-là, ils ne changent pas, tout va bien. On regarde 11 et 1. 11 et 1, il y a 1 qui va venir ici, 11 qui va venir là. Puis après, on va regarder 11 et 4. Je ne réécris plus tout pour qu'on gagne un petit peu de temps. 11 et 4, ce qui va faire ben, 4 et 11. 4 et 11 comme ça. Et on aura fini par la liste, celle-là je vais l'écrire en entier. 2, 6, 1, 4, 11 et 18 qu'on a pu parcourir. Et maintenant, on remarque qu'il n'y a pas que 18 qui a sa place, mais il y a 11 aussi. Les autres d'avant, ils seraient peut-être à leur place déjà, mais on n'en sait rien. Donc, on continuera à reparcourir jusqu'à ce que tout le monde soit à sa place. On peut quand même remarquer une chose, c'est que pour un parcours, on a un élément qui a sa place. Pour le deuxième parcours, on a deux éléments qui sont à leur place, en partant de la fin, parce qu'on effectue notre parcours dans ce sens. On pourrait parcourir de la droite vers la gauche en intervertissant dans le sens contraire. Tout dépend comment on veut mettre en place notre algorithme. Et donc, si on veut avoir toute notre liste qui est complètement ordonnée, vu qu'à chaque parcours, on ordonne au moins correctement un élément toujours en plus, et bien si n est la taille de notre liste, si on fait n parcours, on a gagné. En réalité, on peut même faire mieux, parce qu'en réalité, n-1 parcours suffisent. Parce que quand à la fin, on aura tous nos éléments jusqu'ici qui seront ordonnés, c'est forcément, et à leur place définitive, hein, pas juste ordonnés, à leur place définitive, c'est forcément que le premier élément, il sera le plus petit. Et que du coup, toute la liste sera ordonnée. Donc en fait, on n'est pas obligé de faire n parcours, mais juste n-1 parcours suffisent. Donc on va définir avec n la taille de notre liste. En Python, c'est len de liste. Donc, si maintenant n c'est la taille de ma liste, il faut que je regarde comment je vais organiser mon algorithme. Il faut que je comprenne que je fais plusieurs parcours et que dans un parcours, je fais plusieurs choses. En réalité, je fais une double boucle. Une première boucle ici, une boucle sur les parcours. Alors, je vais faire une boucle sur i qui va boucler sur les parcours. Alors, il faut se demander combien de parcours je vais faire. On vient de le dire avant, on a normalement n parcours à faire, mais en réalité, n-1 suffisent. Donc, soit i va aller de 0 à n-1, ou de 1 à n-1, on en fait n-1, soit de 0 à n-2. On va voir ce qu'on préfère, ce qu'on va choisir. Avec la commande Python en range, 0 de n-2 sera plus simple parce que range, quand on commence à 0, il y a un paramètre en moins à faire. Je vous invite à regarder les vidéos sur les boucles for pour vous remettre ça en tête si besoin. Donc de 0 à n-2 ou de 1 à n-1. De 1 à n-1, on compte bien n-1 parcours. Maintenant, ça c'est sur les parcours. Dans un parcours, on remarque que notre indice... Alors, on compare toujours deux éléments. Alors nous, on va s'intéresser à l'indice de l'élément de gauche, parce qu'il commence à 0 et que du coup, c'est plus facile. Donc, notre élément de gauche commence à l'indice 0. Ici, j'ai j qui vaut 0, puis j qui va valoir 1, et le dernier élément qui va être comparé, c'est, en fait, donc je vous rappelle, ici, on a 0. Imaginons qu'on a plein de valeurs et qu'on prend les valeurs jusqu'à la fin. Donc ça, c'est l'indice n-1, et ici, on sera à l'indice n-2.
Donc dans le premier parcours, J devra aller de 0 jusqu'à n-2 pour pouvoir avoir de la place jusqu'au suivant. Donc il faut faire attention aux indices. C'est très bancal, hein, le fait de commencer par 0, en tout cas, c'est perturbant, surtout au début. Donc on commence à 0, la liste va de l'indice 0 jusqu'à n-1 pour avoir bien n éléments dans notre liste. Donc le dernier terme est d'indice n-1, donc l'avant-dernier terme est d'indice n-2. Donc J va aller de 0 jusqu'à n-2 pour pouvoir faire derrière la comparaison entre J, le terme d'indice J, et le terme d'indice J plus 1. Ça, c'est pour le parcours numéro 1. Mais si vous prenez le parcours numéro 2, dans ce cas-là, J, il continue à partir de 0, sauf que cette fois-ci, lui, c'est le terme d'indice n-1, lui, c'est le terme d'indice n-2, mais moi, je vais vouloir comparer à la fin ces deux éléments, donc avec n-3. Donc J va aller de 0 jusqu'à n-3. Et ainsi de suite. Et donc, j'ai ma deuxième boucle qui va de 0 jusqu'à n-2, de 0 jusqu'à n-3, puis de 0 jusqu'à n-4. Et à chaque fois, je vais en enlever un de plus. Et en fait, je vais enlever quoi? Je vais enlever, en gros, la valeur de i à quelques petites choses près. Vous voyez que si j'enlève la valeur de i, quand ici i, imaginons qu'on prenne i qui vaut 1, quand i vaut 1, je vais aller de 0 jusqu'à n-1 moins i. Si i vaut 2, je vais aller jusqu'à, ici, n-1 moins i aussi. n-1 moins i va faire n-3. Donc c'est ça ce qui est compliqué, c'est arriver à voir comment on arrive à trouver l'indice de boucle interne de fin, donc l'indice de la boucle interne, donc l'indice de fin de la boucle interne, à partir de notre expression en i. Donc ça, c'est si i va de 1 à n-1, mais si i va de 0 à n-2, ça va changer. Parce que dans ce cas-là, il va falloir qu'on décale encore un peu plus notre indice. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, quand vous codez comme ça, quand vous essayez de programmer, prenez toujours un exemple. Vous regardez sur votre exemple comment l'algorithme fonctionne. Vous essayez de comprendre votre algorithme et de le mettre en œuvre. Ensuite, vous identifiez ce que votre cerveau fait, quelles sont les étapes et quels sont les outils informatiques que vous pouvez mettre en œuvre. Une première boucle, une deuxième boucle. Tiens, des boucles imbriquées. J'ai vu ça dans mon cours. Je regarde comment on fait des boucles imbriquées. J'ai une boucle externe, c'est la boucle qui va contenir la boucle intérieure qui va tourner beaucoup plus souvent. Donc c'est ça ce qu'on fait le plus souvent. Donc ça, c'est la boucle interne. Ça, c'est notre boucle externe. Et donc maintenant, il faut qu'on précise chaque fois ce que chaque chose fera. Donc notre algorithme, il va tout simplement dire, je fais une première boucle, puis dedans, je vais faire une deuxième boucle, et dans ma deuxième boucle, je vais tester mon terme d'indice J et mon terme d'indice J plus 1. Si le terme d'indice J est plus grand que le terme d'indice J plus 1, il faudra que je les intervertisse. Alors intervertir, on a déjà vu ça aussi dans l'affectation. Donc là, on servira de l'affectation des couples. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur les affectations, hein, sur le cours de terminale, pour bien savoir comment on intervertit deux valeurs. Alors en Python, c'est très facile. En tout cas, il y a une commande facile. Sinon, on utilise ce qu'on appelle une casserole et une variable temporaire. Première boucle, deuxième boucle interne. Il faut faire attention à où on s'arrête. Il faut faire attention à ces indices-là. Donc on voit qu'ici, ça va être n-2. Et donc, si on fait aller notre j qui va de 0 jusqu'à n-2, notre i, pardon, qui va de 0 jusqu'à n-2, alors il faudra mettre dans le range 0, n-1, vu que n-1 sera la dernière valeur qui ne sera pas prise. Donc on ira jusqu'à n-1 pour i qui va de 0 jusqu'à n-1. Et dans ce cas-là, j va de 0 jusqu'à n-2 moins i. Donc il faut faire attention aux valeurs qu'on obtient comme ça. Bon, maintenant, on va voir la partie programmation. Alors de nouveau, je vous rappelle, un algorithme, c'est le concept global, c'est les étapes qu'on doit faire. Ensuite, il y a de l'implémentation qui diffère en fonction du langage qu'on choisit. Alors ici, on vous demande de le faire en Python, mais on peut très bien le faire en OCaml, en option informatique, on pourrait très bien le faire dans plein de langages. Mais même en Python, il y a plein de manières de l'écrire. Donc là, je vous propose une possibilité, une implémentation, mais il y a plein de manières de faire. Alors je vais essayer de venir sur les différents éléments, mais pas forcément dans l'ordre d'écriture, parce que ça aussi, hein, on n'écrit pas un algorithme comme ça dans cet ordre, on écrit les choses et on les conçoit différemment. Donc premièrement, on voit la double boucle. Boucle I pour les parcours, ici
Ça, c'est pour les parcours. Et la boucle qui va être en J, qui, elle, va être pour des interversions. Interversion. Donc, la double boucle. Ensuite, le test pour voir si, ça c'est la commande la plus simple, le test pour voir si l'élément à la place J est directement plus grand que l'élément à la place J plus 1, c'est-à-dire que l'élément de gauche est plus grand que l'élément de droite. Donc dans ce cas-là, il faut les intervertir. Donc on fait le test, le double point à la fin, je vous rappelle, l'indentation parce qu'on rentre dans le if, et à ce moment-là, ça c'est la ligne de code dont je vous ai parlé il y a 2 minutes, sur l'interversion de deux éléments. On dit A, B égale B, A. Et ça intervertit directement, ça met lui sur lui et lui sur lui sans perdre personne en route. Donc c'est vraiment très pratique en Python de pouvoir faire une interversion entre un élément et un deuxième élément. Maintenant, on renvoie la liste parce que c'est un tri en place, c'est-à-dire on ne crée pas une nouvelle liste qui contient les éléments dans le bon ordre. La liste de départ est modifiée, donc elle est perdue. L'ordre de départ est perdu, hein. Ça, il faut quand même en être conscient. Et donc on renvoie la liste. Tout ce que j'ai fait au début, c'est n la longueur de notre liste. Et avec la longueur de notre liste, on a, donc qu'on l'on nomme, il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de donner un nom à la longueur de la liste et qui ont des len listes ici et qui ont des len listes ici. Alors quand il n'y en a que 2, ça va, mais quand il y en a 4 ou 5, honnêtement, ça vaut largement le coup de donner un nom à la longueur, surtout que quand on réfléchit et qu'on regarde la partie théorique, quand nous on a fait notre schéma avant, notre schéma précédent, on avait bien des n qui apparaissaient, donc autant lui mettre de bons noms, et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Vraiment, c'est un point important. Il vaut mieux perdre du temps pour que l'on comprenne plus facilement le langage qu'on doit écrire, le code qu'on doit écrire, plutôt que de vouloir écrire un code très succinct, très court, mais qui est beaucoup plus dur à comprendre. Donc ce qui est important, c'est la compréhension. L'écriture, si vous devez écrire beaucoup de choses, ben vous écrivez plus de choses, c'est beaucoup moins grave. Donc, je reviens maintenant sur le tout début. On définit notre tribule qui prend comme un unique argument la liste qu'on va renvoyer à la fin. Donc, maintenant pour les différentes boucles, ici, i qui va aller de 1 jusqu'à n, et j qui va aller de n de 1, je dis n'importe quoi, i qui va de 0 jusqu'à n-1. Donc, c'est le nombre de parcours, et donc ce qui veut dire qu'il va faire n parcours, mais le n parcours, ici, on pourrait très bien mettre n-1, parce qu'en réalité, le tout dernier parcours, il ne fera plus rien, parce qu'il n'y aura plus d'éléments à comparer. Le premier élément sera déjà à sa place. Donc, je n'ai pas mis le n-1 ici. Maintenant, pour j, qui va de 0 jusqu'à n-1 moins i, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand i va valoir 0? Eh bien, j va aller de 0 jusqu'à n-1 écrit en Python, ce qui veut dire qu'il va bien s'arrêter à n-2. Donc en fait, on retombe quand même sur un n-i-1 parce que dans le range, Python n'accepte pas la dernière valeur. C'est pour ça qu'on a quand même du n-i-1 au lieu de n-i-2, comme je vous l'ai dit avant, parce que notre boucle va bien de 0 à n-i-2. Ça, c'est vrai. Et donc, le range vous demande de mettre un cran de plus, et donc ce n'est pas n-i-2, mais n-i-1. Voilà, on va quand même mettre en exécution notre programme. Donc j'ai pris la même liste que j'avais prise en exemple, 2, 18, 6, 11, 1, 4, et il nous renvoie 1, 2, 4, 6, 11, 18. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est des impressions de la liste en plein milieu, par exemple à la fin, ou à chaque tour de boucle, ici, vous pouvez mettre un print de votre liste. Comme ça, vous voyez finalement toutes les étapes qui apparaissent. Là, je vous les montre au fur et à mesure. Toutes les étapes qui apparaissent. Au début, on a essayé d'intervertir 2 et 18, puis c'est 18 et 6 qui ont été intervertis, exactement les étapes qu'on a obtenues avant, puis 11 et 18, 18 et 1, donc 1 et 18, 4 et 18 qui prennent la place de 18 et 4, et après on recommence. Là, c'est de nouveau tour de boucle, deuxième parcours. On regarde si 2 et 6 sont dans le bon ordre. Oui. On regarde si 6 et 11 sont dans le bon ordre. Oui. On regarde si 11 et 1 sont dans le bon ordre. Non. Donc on échange 1 et 11. Puis on va échanger 11 et 4. Et on s'arrête là parce que 18, on ne regarde pas. Et on recommence.
Maintenant, parcours numéro 3, on regarde 2 et 6, ils sont dans le bon ordre. On regarde 6 et 1, ils ne sont pas dans le bon ordre, on échange. Et on regarde 6 et 4, ils ne sont pas dans le bon ordre, on échange. Et on s'arrête là. Et donc notre deuxième parcours, il s'arrête toujours un cran de moins, et on va obtenir comme ça, en dépilant, notre liste à la fin qui sera complètement triée. Vous remarquez qu'il y a des moments, à partir d'ici, où la liste ne change pas. Donc ça, on pourrait essayer de le détecter, de détecter quand est-ce qu'il n'y a plus du tout de changement, pour dire on peut arrêter notre tri un peu plus tôt. Je ne vous ai pas fait une version compliquée du code pour ne pas vous perdre. Donc ça, c'est du code qui est simple, avec votre algo qui fonctionne, vous mettez un point au bon endroit pour vérifier qu'il fait bien ce qu'il faut, et ça vous permet de mieux comprendre votre code. Pensez à mettre des commentaires, là je l'ai mis moi en plus, mais à l'écrire directement dans le code. Mettez vos commentaires pour vous aider à le comprendre. Attention, il y a une chose entre comprendre quand le prof l'explique et devoir le comprendre 15 jours plus tard ou un mois plus tard quand on doit le réviser pour un DS ou avant un concours. Donc mettez des commentaires, ce sera beaucoup plus simple pour vous ensuite de comprendre le code que vous avez écrit un mois, voire un an plus tard, hein, quand vous serez en MP et que vous, ou en PC, peu importe, et que vous devrez réviser votre informatique tronc commun. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt.